mieux, c'est mieux. On peut faire le clap. C'est bon. Ouais, c'est parti. On est live. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Salut. Est-ce que vous nous entendez bien? On va commencer par les basiques pour s'installer. On est pile à l'heure. Eh ben nickel. J'ai Waouh, l'impression waouh, d'être waouh, il y a sur du Twitch monde. là, ça pop Parfait. de partout. Excellent, excellent. Merci à tous de nous avoir rejoints. Merci à tous de nous suivre. Vous êtes très très enthousiaste à l'idée de ce live et on est très content avec Julien de vous avoir, de vous partager tout ce qu'on voit dans l'écosystème et vous allez voir, on va faire ça de façon très interactive, surtout que vous avez l'air très actif. Et donc le but, ça va être aussi que vous puissiez poser des questions au fur et à mesure, au fil de l'eau. N'hésitez pas. On n'a pas de slide. On n'a pas de déroulé précis, même si on a pas mal de points à vous partager, puisque le but, c'est qu'on s'adapte aussi à vos problématiques. Parmi les inscrits, les inscrites, on a vu beaucoup de monde du product, bien sûr, mais il y a autant de contributeurs individuels que de product lead, de head of product et de CPO. Donc, on va essayer de faire un petit panel et un état des lieux pour tout le monde. Euh, et du coup, ben, on attaque, on se présente, Julien, comme ça on fait pas trop patienter les gens. Et après, on se Allez, présente juste rapidement et après on y va. bah, tu commences, à toi l'honneur. Allez. Du coup, enchanté tout le monde. Moi, c'est Marion. Pour les anciens, je suis une ancienne head of product, mais ça date d'il y a 5 ans maintenant. J'ai fait ça pendant 12 ans en SaaS B2B, en marketplace. Et vu que le sujet des carrières produits n'était pas trop traité dans notre écosystème français, qu'on continuait de regarder ce qui se passait aux US, ils sont beaucoup plus avancés que nous sur ces sujets-là. Je me suis dit qu'il y avait quelque chose à faire sur le sujet des carrières. Et ça fait 5 ans que j'ai lancé Pachamama. Arnaud, mon associé, m'a rejoint il y a 2 ans. Et à ce moment-là, on a élargi euh, à faire du recrutement et à accompagner les talents sur leur sujet carrière. Donc pas que en produit. On a élargi à la tech, à la data aussi forcément. Et plus récemment à tous les jobs people, sales, marketing, pardon, etc. Ce qui nous différencie, c'est qu'on a toujours un expert sur chacun des métiers. Donc moi, je reste l'experte produit. Et sur tous les recrutements qu'on fait, donc CDI ou freelance, on est toujours en binôme. Donc ça nous arrive typiquement de travailler en binôme, Julien et moi. Et du coup, c'est une très bonne transition pour te présenter, Julien. Ok, bah, merci pour la passe D. Bah, bonjour à tous et à toutes. Donc moi c'est Julien. Ça fait 13 ans maintenant que je roule ma bosse un peu dans l'écosystème tech en tant que recruteur. Moi j'ai démarré ma carrière au Canada, à Toronto, plutôt dans des grosses structures là-bas, IBM, une grosse banque canadienne. Et c'est là-bas qu'en fait je me suis spécialisé sur les métiers autour du produit. Comme disait Marion, il y avait un petit temps d'avance sur la culture product en Amérique du Nord. Donc tous les rôles un peu product design, product management, data science, machine learning, c'est un peu ma spé. Et à mon retour en Europe, j'ai fait la bascule sur des plus petites structures et bon, j'ai jamais regardé dans le rétro après. J'ai fait de la seed, j'ai fait de la série B, j'ai fait de la scale up en tant que recruteur interne et spécialisé sur le produit globalement. Et il y a 1 an et demi, je me suis lancé en free et je me suis aussi intégré au collectif Pachamama. Je connaissais Marion à l'époque qui D'accord. était en Vous avez bien transition pour lancé, savoir hein. si elle continuait sur du product à Lyon ou si elle lançait son business. Et donc, comme elle l'a dit, de temps en temps, de manière ponctuelle, on bosse sur des missions tous les deux. Voilà. Excellent. Merci Julien. N'hésitez pas à nous partager si vous avez un objectif précis ou un sujet dont vous voulez vraiment qu'on parle. Comme ça, vous pouvez commencer à poser vos idées. Nous, ce qu'on vous propose dans le planning, on va dire, de ce live, c'est surtout de faire un constat de nous, ce qu'on voit, de comment est le marché, qu'on puisse vous le repartager parce qu'on a une bonne vision de l'écosystème, vous donner quelques chiffres marquants et parler des solutions pour savoir comment vous positionner sur le marché, comment l'IA vient bousculer tout ça aussi. On pourra faire un petit zoom à la fin là-dessus. Voilà. Du coup, je vous ai fait un petit historique il y a 2 jours sur LinkedIn pour celles et ceux qui n'auraient pas vu sur un peu toutes les grandes étapes du product management. Mais ce qu'on voit quand même, allez, cette dernière année, c'est que c'est assez bousculé et surtout qu'il y a un grand renversement. Je sais pas si tu veux te lancer là-dessus, Julien, mais on en parlait juste avant, mais
il y a plus de candidats que d'entreprises qui cherchent, comparé à la belle époque de 2021 où c'était là. Ouais, moi je me rappelle, si je peux partager un petit peu comment ça se passait de mon côté en 2021, je recrutais en product et littéralement tu pouvais appeler n'importe qui, limite t'avais pas de réponse parce que tous les PM étaient sollicités, sursollicités. C'était intéressant, il y avait eu, on était post-Covid, les taux d'intérêt étaient bas, les VC avaient de l'argent à mettre sur la place. Il y a eu de belles levées, des fois un peu surévaluées. Donc en fait, ça a eu pas mal de création d'entreprises, Ouais, des grosses structures product. Donc ça, c'était cool. Et aussi l'avènement aussi des bootcamps, parce qu'il n'y avait pas assez de gens sur le marché, il fallait les former. Et comme il y avait des grosses équipes product, tu pouvais absorber aussi des juniors. Donc tu avais des gros strates de CPO, VP product, head of, lead, senior, des juniors, etc. Et on va dire que 2021-2023, très cool. T'as fait une levée, t'as un runway de 2 ans à peu près. Une fois que le runway était tombé, ouais, la situation macroéconomique ici était pas folle. Donc ça ouais. s'est contracté. Et là, on se retrouve sur un marché où les équipes product sont un peu plus restreintes. Il y a un peu moins de place. Il y a des rôles, mais il y a beaucoup plus de monde Ouais, qui postulent des fois sur le même rôle. On pourra en parler, mais ouais, nous, ce qu'on voit, c'est qu'il y a quand même des choses, il se passe des choses. Nous, moi, j'ai fait mon chiffre d'affaires que sur du produit l'année dernière, mais par contre, ouais. pas mal d'empathie pour les candidats parce que pour parler C'est avec beaucoup dur. de product people, c'est dur pour certains, ça commence à être long, quoi. Ouais. Ça commence à être long et beaucoup de plus de personnes sur le marché et du coup, c'est vrai que pour certains, c'est pas simple, côté confiance en soi et il faut avoir une stratégie beaucoup plus claire qu'avant. Avant, vous aviez pas forcément besoin de stratégie pour vous positionner, pour atteindre le job que vous vouliez. Maintenant, il faut une vraie stratégie de recherche, très claire, pour optimiser votre temps de recherche aussi, quoi. Donc ouais, levée de fonds au plus bas, on est plutôt en moins 35% en valeur par rapport à l'an dernier, ce que nous disaient les échos. Les entrepreneurs, ils comptent moins recruter aussi par rapport à l'année d'avant, une baisse de 15 points par rapport à l'an dernier. Voilà. Et le chiffre d'affaires des startups n'a progressé que de 16% entre 2023 et 2024. Et donc encore moins que les années d'avant, quoi. Voilà. Et on ajoute à ça l'incertitude politique et internationale, et on se dit qu'on est bien. Voilà. Donc ça, c'est un peu le topo, et ça a vraiment de l'impact, le côté macroéconomique, on le ressent aussi sur les embauches. Et ce côté contraction, et du coup, ce côté contraction qu'on voit aussi sur les rôles product, parce que je sais pas si tu te souviens, mais il y a 2 ans, en fait, j'y repensais, on a eu une question sur Product Builder, ou sur tous les métiers un peu spécialistes. Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. Même en design, quoi. À une époque, on recherchait beaucoup plus des UX, ou sur certaines spécificités et compétences design. Aujourd'hui, on recherche des product designers, point, quoi. Non? Ouais, enfin, il y a des tendances aussi qui viennent souvent on va dire, des influenceurs, des gens qui portent la parole du produit dans l'autre côté, côté Bay Area, aux US. Et il y a eu cet article de Founder Mode à une époque, Paul Graham. Et derrière, il découle un truc, c'était on est rentré dans l'ère du strong IC, donc du contributeur individuel, mais Ouais, plus. Et ouais, en fait, nous, on le voit à notre échelle parce que en Europe, au niveau des fonds, c'est plutôt des fonds d'amorçage, de seed, série A. Derrière, quand tu dois aller chercher du growth, il y en a peu qui sont capables de mettre au pot en fait ce qu'il faut. Donc il y a quand même des levées, surtout sur des secteurs très spécifiques. On a vu l'année dernière FinTech, beaucoup InsurTech aussi, un peu MedTech. ouais, Donc là, il y a des rôles, mais c'est très, très spécifique. Et souvent, ils vont aller chercher. Donc, ils ont trouvé un PMF, ils ont fait une série A, il faut accélérer, il faut poser les jalons. Ils cherchent quelqu'un côté product. Mais avant, on allait construire peut-être une équipe produit. Là, on va chercher un senior PM et on se retrouve sur un marché où moi, je vois plusieurs typologies de gens qui postulent. Alors qu'avant, il y aurait eu juste, on va dire, des PM qui voulaient chercher de la seniorité, qui allaient postuler, ou des seniors PM qui voulaient faire un move transverse. Là, on a ceux qui étaient en free à l'époque, parce que c'était cool, il y avait plein de missions qui veulent rebasculer sur du CDI qui postulent. On a des PM qui postulent sur des rôles de senior PM normal, des senior PM qui veulent faire un move transverse, et on a aussi des leads et des head-off qui ont du mal à retrouver ces rôles-là, parce que oui, vu que les équipes sont moins grosses, qui postulent aussi sur un rôle de strong IC.
Donc tu te retrouves, au lieu de te retrouver avec 20-30 CV, tu laisses l'annonce 10 jours, tu as 400 candidatures. Après, il y a à boire et à manger dedans, mais il y a quand même vraiment aussi de la qualité. Et donc, ce qu'on observe au niveau du comportement employeur, c'est que les chakras, ils sont pas ouverts. Euh, Mm. c'est pas de Malheureusement. notre faute. Nous, Non, on a c'est pas de de notre l'empathie, faute. on essaye ouais, on essaye de leur faire comprendre qu'il y a des profils qui sont top et qui viennent pas du même secteur, mais eux, ils se disent, si je peux avoir, si je suis une Ouais. fintech SaaS B2B, je veux pas quelqu'un qui vient du B2C, ou je veux pas quelqu'un qui vient de l'insurtech, je veux que fintech. Ouais. Ouais, Donc, on a pas mal de questions là-dessus sur le côté sectoriel, spécialisation, ouais. et malheureusement, c'est vrai que on en vient. C'est pas le bon moment pour faire justement un petit saut transverse ou aller vous essayer d'aller sur une autre compétence ou sur un autre secteur pour optimiser vos chances d'avoir les premiers appels, les premiers screenings et de passer. C'est vrai que les recruteurs ne sont pas ouverts et quand on dit recruteurs, c'est pas forcément nous, c'est les dirigeants, les RH et même les CPO parce que je pense qu'il y a du monde et du coup ils se disent c'est plus rassurant pour eux parce qu'ils ont beaucoup plus de pression en interne. Les entreprises sont euh, ouais, donc c'est Mais effectivement c'est ça exactement l'expertise. ça. Ouais. C'est C'est exactement. exactement ça, expertise sectorielle. Nous, c'est Il y a expertise beaucoup de sectorielle, c'est craintes. vraiment ouais, Et pour se beaucoup rassurer, de qu'est-ce qu'on frilosité. fait? On prend des gens qui ont fait exactement la même chose ailleurs. Nous, on Euh, a un discours, on le tient au hiring manager en disant, mais si quelqu'un, ça fait 8 ans qui fait la même chose, qui veut le refaire, c'est cool, c'est rassurant de ton côté, mais si on a quelqu'un qui a un bon track record, qui veut faire la bascule parce qu'il veut se challenger sur un nouveau secteur, bah pourquoi pas? Parce que souvent les gens ils veulent du changement et ils veulent du progrès. Et des fois ça va être à travers un produit différent dans un secteur où on va être un peu challengé. Donc on essaye de pousser ça, mais au final on n'est pas décisionnaire. Nous, on est recruteurs, on n'est pas décisionnaire à la fin. On propose, on essaie d'orienter. Il y a des clients qui sont ouverts mais à ça, mais en ce moment, un peu moins l'incertitude quand même. pèse, ouais. En fait, je pense que tout le monde a besoin d'être rassuré et c'est une façon pour eux de se rassurer et de se dire, bah, en fait, j'ai tellement pas beaucoup de cartouches, entre guillemets, parce que j'ai tellement peu de budget, je peux pas ouvrir 15 postes dans mon équipe qu'en fait, il faut pas que je me rate et du coup, je pense que c'est peut-être inconscient, même parfois, de la part des CPO ou des recruteurs en interne, mais ça les rassure. Et donc, ce qu'on vous conseille, c'est effectivement de capitaliser sur vos expériences sectorielles d'avant, sur les typologies de produits aussi par lesquels vous êtes passé. Si vous voulez dans le B2C, que vous avez fait que du B2B avant, c'est pas le bon moment. Si vous avez fait que de la marketplace et du B2B2C, bah, c'est top, c'est un bon moyen de vous différencier, gardez-le. Tout ce qui vous permet de vous positionner de façon différente des autres, il faut l'affirmer et il faut encore plus capitaliser dessus. Je pense que c'est un des conseils qu'on peut donner, quoi. Ouais, ouais, je pense que il faut faire un petit peu avec le timing dans lequel on est et ce qu'on ressent. C'est comprendre son profil, c'est quoi mes forces et où est-ce que j'ai le plus de chances de convertir euh, Ouais, CV jusqu'à, enfin postuler jusqu'à avoir au moins le premier entretien, au moins pouvoir s'exprimer. ouais, Et, là aussi, on pourra en parler parce que les attentes, elles sont hautes. Le niveau d'exigence, ouais, il est très haut. Et pour les rôles de PM, je pense que d'un point de vue communication, faut être sharp. Il faut bien arriver à être concis, précis, être dans l'impact, savoir projeter en fait ce qu'on a pu faire et comment ça peut servir la boîte dans laquelle on postule. ouais, Et moi, j'ai quand même pas mal de candidats qui ont du mal avec ça. Et des fois, ça se comprend quand on a fait, quand on commence à avoir pas mal d'expérience, c'est dur d'avoir de la hauteur ou de se souvenir un petit peu de ce qu'on a fait. Mais je pense faut le temps, limite, de se parler tout seul à voix haute dans un coin, dans son bureau, mais préparé. Il y a un framework, il y a la méthode STAR que tout le monde connaît, la Situation, Task, Action, Result. Vous parlez de la boîte, du produit, c'était quoi votre mission, qu'est-ce que vous avez fait concrètement, c'est quoi les actions que vous avez mises en place, quels ont été les résultats. ouais. Si vous faites ça pour chaque expérience, vous êtes concis, précis, ça tient 3 minutes à chaque fois. Si vous êtes bien préparé derrière,
si la personne a besoin de rebondir, vous aurez d'autres exemples qui viendront et ça sera bon. Ouais. C'est vrai que c'est Parce que important de préparer son petit pitch de base parce que c'est ça qui fait tout. Effectivement, c'est ça qui donne envie au recruteur ou à la personne en face, RH ou que sais-je, de rebondir sur ce que vous avez fait et de donner envie de creuser, quoi. Et comme tu dis, de bien l'adapter à l'entreprise qu'il y a en face aussi. Euh, ouais, bah, montrer qu'on a compris en fait les les problématiques qu'il enjeux. peut avoir, qu'on comprend un petit peu la valeur qu'on peut apporter Ouais. et projeter ça, donner des exemples, rebondir. J'irais plus loin, C'est important. ça part des profils LinkedIn, quoi. CV un petit peu aussi, mais ça part des profils LinkedIn. Je pense que vous pouvez aussi faciliter par des petits conseils tout simples, faciliter la lecture de vos CV. Tiens, bah, Julien, explique-nous comment tu scannes, comment tu trouves un profil. Parce que je pense que les mots-clés, on se rend pas compte, mais c'est important. Toi, quand tu fais des recherches, tu as un brief, on te dit, il me faut un head of product à Lyon, comment tu fais, quoi. Ouais, honnêtement, c'est pas le truc le plus dur J'ai pour pas les pris, trouver, j'ai pas pris un bon exemple. non, non, mais non, c'est intéressant parce que ça peut leur servir, mais après c'est au niveau du secteur, tu vois. Si tu vas chercher en fintech, bien sûr, on connaît les boîtes, donc on va les chercher par boîte, mais mettre fintech ou insurtech, si tu étais dans des boîtes comme ça, ton profil il pop un peu plus. Mais je Ouais, pense que sur les CV, enfin, je donne un exemple, je suis recruteur, je vais pas mettre sur mon CV que je fais passer des entretiens, je fais du sourcing, tout le monde sait ce que je fais, mais comment je le fais, c'est quoi mes taux de conversion quand je lance des campagnes de mailing, c'est quoi mon taux de conversion candidat envoyé, candidat recruté, et c'est pareil pour un ou une PM, qu'est-ce que j'ai mis en place, c'est quoi un petit peu les KPIs que je devais faire bouger, mes OKRs, qu'est-ce ouais. que c'est moi qui les ai mis en place, on est arrivé à faire ça versus ça, l'impact sur le produit, je sais pas, c'est un taux de conversion qui était meilleur, il faut être Et ne vraiment croyez pas dans que le vous concret, pouvez quoi. pas. Ouais, pardon, excuse-moi. Ne croyez pas qu'il y a pas de. Les chiffres, vous pouvez les mettre sur vos CV, vous pouvez en trouver. Vous pouvez donner des chiffres approximatifs. Tout n'est pas confidentiel. Ce qui est important, c'est que les recruteurs ils comprennent justement les KPI que vous avez fait bouger et les scopes sur lesquels vous étiez. Donc en fait, bien détailler secteur et ne croyez pas que votre entreprise est connue de toutes. C'est bien de spécifier ça, de spécifier la taille d'équipe que vous aviez. Donc combien il y a de salariés dans l'entreprise et vous, euh, dans quelle équipe vous étiez, quel scope vous aviez. Et à partir de là, c'est facile de se dire, tiens, est-ce que j'ai envie de creuser ou pas. Il faut vraiment voir vos profils et vos CV comme des teasings pour donner envie d'en savoir plus. Et pareil pour le 2-3 minutes de petit pitch au début. Et ça, c'est vraiment important de bien le travailler, le côté impact, comme tu dis. C'est vraiment ça, les entreprises recherchent que ça. Et je vois qu'il y a plein de questions dans le Il y a chat, plein de questions. c'est trop cool, mais j'ai envie qu'on puisse répondre au maximum. Ouais, Je crois que Selma nous en avait fait pop-up une, je l'ai loupé, mais là j'en vois une par exemple de Géraldine qui disait où est-ce qu'on en a des compétences AI pour augmenter son travail et ouais. IA dans le produit. Euh, Est-ce qu'on accepte des compétences prouvées sur des projets perso ou bénévoles? Moi, je trouve qu'on en est au début. Enfin, sur les AIPM, faut pas se voiler la face. Souvent, enfin, les technos, où les gens ont pu mettre les doigts dessus là sur, on va dire, les 2 dernières années. Donc, ça limite le pool de gens qui ont vraiment bossé sur des produits IA. Et ça va dépendre des boîtes. Mm. Moi, je vois moins de rôles PM IA. Enfin, il peut y en avoir, mais les rôles IA que j'ai fait, c'était plus sur AI engineering. Et en fait, ce qu'ils cherchaient, c'était quasi un AI product manager. Donc, quelqu'un qui a un background machine learning, data science, qui va en fait être mis face au client, qui va passer 20% de son temps justement, bah, comme un PM, à parler aux clients, Product, ouais. comprendre le besoin, comprendre comment ils utilisent le produit, et lui derrière va passer son temps à poser la Ouais. roadmap, poser une vision et construire la feature. Donc ils vont chercher des gens un peu plus techniques qui Ouais. basculent vers le produit. Mm, mm. Donc j'ai vu passer des trucs sur, il y a des boîtes qui cherchent des IPM avec 5 ans d'expérience. Ouais, c'est Alors, ça, putain, on a vu. Bay Area, tu vois, aux US peut-être, en On France, est je trouve qu'on d'accord. est, Ouais. On c'est est le Moyen d'accord que Âge ça encore. Donc, n'existe pas.
Ça n'existe pas encore. Toutes Ouais, les boîtes se cherchent. La plupart des entreprises se cherchent sur le sujet. Il y a assez peu d'équipes produits qui sont assez avancées dans leur utilisation et tout le monde veut y aller. Et les leaders produits ont la pression de leurs dirigeants pour y aller. Pourquoi? Parce que, tiens, je vois qu'avec l'IA, on peut faire 20 à 30% dans le produit, c'est ça, de gains de productivité. Euh, Dis-moi comment tu fais, dis-moi comment tu optimises l'organisation de l'équipe pour arriver à ça. Donc pour l'instant, c'est plutôt effectivement sur le côté interne, écrire vos PRD, prioriser, gérer votre backlog, etc. C'est important déjà d'être dessus parce que pour le coup, vous allez vous faire challenger en entretien là-dessus et vous serez prioritaire par rapport à d'autres candidats quand même si vous avez des utilisations avancées déjà là-dessus pour vous gagner en productivité, que vous avez déjà vos petits prompts, vos petites habitudes et que ça vous fait gagner du temps. Je pense que c'est important d'investir là-dessus. Par contre, effectivement, si vous avez l'opportunité et si ces sujets-là vous intéressent, pour l'instant, c'est vrai que c'est pas du tout mature parce que les entreprises, elles se disent, tiens, lui, il s'intéresse à l'IA, donc il y en a un qui pousse dans mon équipe, le CPO, il se dit ça, bah tiens, je vais le mettre sur un petit projet en POC avec le legal, quelqu'un de la data, et on va voir ce que ça donne. Ou tiens, je vais le pousser pour voir les usages transverses, etc. Donc, tout ce que vous pouvez prendre comme visibilité interne sur les sujets IA, allez-y parce que c'est comme ça que ça va pousser. Et donc, tous les gens qui poussent, en fait, ils seront mis en avant par défaut, comparés aux détracteurs. Et donc, le rôle maintenant des leaders, si on peut peut-être aussi parler de ça un petit peu, parce que je sais qu'il y en a qui sont inscrits, même s'ils posent peut-être moins de questions, les head of product, les CPO, leur rôle, ça va être justement managérial et de pousser les gens déjà qui poussent et surtout d'homogénéiser au sein de leurs équipes, mais surtout en transverse, parce que le produit, on est toujours moteur dans une entreprise sur les nouveaux usages. Et on est au tout début, mais clairement, allez-y, formez-vous. Oui, faites des projets bénévoles, montrez que vous vous formez là-dessus, rejoignez des communautés. C'est hyper important, quoi. Parce que il y a quand même 68% des startups françaises qui ont déjà introduit l'IA dans leurs produits ou services. Alors, ça vient d'AWS, ils poussent aussi pour ça, mais peut-être qu'on n'est pas loin. Et à chaque fois et pour 90% de ces entreprises, il y a eu 30% d'augmentation de revenus. Donc en fait, il y a plein de nouveaux métiers qui vont se créer, ça c'est certain. On ne sait pas encore exactement comment, lesquels. Mettez l'IA dans vos rituels à vous, poussez pour le développer en transverse. Et si vous avez l'opportunité de travailler sur des fonctionnalités avec IA, allez-y. Parce que c'est ça qu'on va rechercher, même si, comme tu dis, Julien, il y a encore beaucoup d'éducation. Euh, c'est important d'être au-dessus de la vague et pas en dessous de la vague sur ce sujet-là. ouais, je pense qu'il y a C'est des bien de le gros rappeler sujets, quand ouais, même. là, globalement, les use cases, c'est plutôt en interne sur des Ouais, automatisations, des trucs pour faire gagner du temps, côté HR, tu te crées ton petit LLM, tu feeds un peu ton truc et ouais, les gens posent les questions, etc. ouais, Je crois que Conto est plutôt pas mal à avancer sur, tu vois, comment intégrer l'IA au quotidien, Penny Lane aussi, mm, Alan, dès ouais, le départ. Donc ça, c'est des boîtes où, globalement, tu sais, qui touchent un petit peu et qui mettent des choses en place. Euh, ouais, mais ouais, je pense qu'il faut quand même, il faut s'amuser avec les produits. Et Géraldine, je crois qu'elle parlait des trucs en perso. Pour moi, ça a quand même de la valeur. Si tu veux pas être loin de ce qui se fait, si tu peux pas le faire dans ton boulot actuellement, au moins que c'est sur clair. du temps perso, tu t'amuses avec les produits. Et je sais que enfin, il y a des nouveaux trucs tous les jours à côté AI. Ouais. Voilà, il faut Ouais, s'amuser avec rejoignez AI un peu de. Discipline, comme dit Géraldine, ils font un boulot Ouais, incroyable et ils essaient vraiment de le rendre large au sein de la communauté pour que tout le monde puisse le rejoindre. Donc, euh, ils sont hyper moteurs et ils font aussi des formations. Je vois qu'on a eu des questions là-dessus. Tout le monde commence à faire des formations. Si vous voulez, on se fera un petit topo, mais globalement, déjà commencer avec toutes les formations qui sont disponibles en ligne et qui sont gratuites de Google, etc. Je vous ressortirai quelques liens si vous voulez. Euh, donc oui, ça a un gros impact. Oui, il faut prendre le virage. Oui, vous pouvez utiliser l'IA aussi en entretien. C'est recommandé, ne le cachez pas. Par contre,
montrer que vous n'avez pas que l'IA et que vous avez aussi le fond, parce que maintenant, ce que les recruteurs ils cherchent, c'est comment vous allez utiliser l'IA, mais tout en la challengeant. Et donc, il y a même certains recruteurs en recrutement qui vous demandent vos prompts pour voir justement comment vous réfléchissez, comment vous posez vos idées, comment vous évitez de vous faire bananer par l'IA et que vous allez challenger pour vous assurer de ça. Et c'est ça les nouvelles compétences qu'on teste, hein. C'est plus du tout tabou. C'est plus du tout tabou, sauf peut-être enfin, non, c'est plus du tout tabou. Franchement, euh, pour avoir fait un petit déjeuner avec des CPO et des CTO, que ce soit côté tech ou côté produit, ils demandent même votre prompt pour pouvoir regarder et pouvoir en discuter, quoi. Donc, on passe quand même à une autre dimension, quoi. Voilà. On continue de prendre quelques questions. C'est vrai que ça va très vite, on n'a pas le temps de répondre. Mais c'est top. Merci en tout cas à tous. C'est top sur l'IA. Sur l'IA, peut-être ce que je peux rajouter, parce qu'on a eu pas mal de questions, notamment un designer, je suis désolée, je me souviens plus ton prénom, tu te demandais si c'était pertinent de passer PM. Moi, je dirais un grand oui, parce que Ouais, avec carrément. l'IA, le product design est quand même le métier le plus touché le plus rapidement. Je pense que d'une année sur l'autre, chez Pachamama, on est à moins 75% de demandes sur les recrutements de product design par rapport à l'an dernier. C'est incroyable, on n'a jamais vu ça et c'est hyper dur pour nous de voir plein de designers à la recherche de nouveaux jobs parce que c'est vraiment le métier qui a pris vite avec tous les protos qui se font et tout le monde qui croit qu'il peut être designer, ça c'est encore autre chose. Ouais, Mais ça carrément. bouge vite, ça impacte vraiment ce métier en tout cas. Ouais, moi, ce que je vois, c'est par exemple pour des rôles de first PM, euh, souvent on va aller demander, enfin là récemment, à ce que cette personne elle ait une sensibilité design. Donc, c'est cool d'avoir sensibilité, mais comment ça, on va dire comment en fait le hiring manager il voit le truc, c'est il se dit en fait j'ai besoin d'un PM qui peut me faire un truc un peu léché sur Figma ou sur Framer, sur Lovable qui touche un petit peu. Donc si t'as déjà le background designer, que tu maîtrises bien les outils, que tu bascules vers du produit, généralement t'as bossé souvent en binôme avec un PM. La transition elle a quand même pas mal de sens Ouais, et beaucoup de valeur, je pense, sur des rôles early stage. Euh, ouais, beaucoup on de va dire, valeur. on va leverage les anglicismes, désolé, mais on va mettre en valeur et on va valoriser en fait ton expertise côté product design Ouais. et on n'a pas trop de doute sur le fait que d'un point de vue méthodo, produit, tu pourras vite monter en Ouais. compétence. Donc ça Faut le c'est un bon montrer. move. Faut le montrer quand même. Quid de l'effet double entonnoir des candidatures faites avec de l'IA? Ah, j'ai pas le temps de lire screening, poste qui reste ouvert, etc. Les gars, Franchement, l'IA aussi, vas-y. il y a des légendes, hein, les trucs qui sont en Ouais. automatique, les ATS qui filent, qui font. Ouais, ça fait 13 ans que j'en fais, c'est toujours moi qui clique, qui regarde les CV. Donc là où il peut y avoir de l'IA, oui, il y a plein d'outils là qui sortent et on voit on est le use case où on est attaqué à fond là le recrutement. C'est aussi parce que c'est Ouais. problématique et il y a plein de choses qui remontent d'un point de vue candidat ou manager où Ouais. on sait que c'est pas parfait. Je sais pas si ça sera bien meilleur avec l'IA, mais il y a déjà des études qui montrent que sur certaines parties du process, il y a des tests qui ont été faits, qui sont pas mal. Là où ça peut filtrer, des fois, c'est avec des questions quand vous postulez, que vous posez des questions, selon ce que vous allez répondre, ça peut balancer le filtre, non, et c'est comme ça que ça filtre un peu. Mais Oui. Travaillez bien vos mots-clés quand même. ouais, puis si vous passez par une boîte qui vous fait passer un process, on va dire, à l'étape de je postule et j'ai 5 ou 6 petites questions à répondre, balancez pas juste des questions, des réponses via IA. Ouais. Non. Mettez votre touche Sans. perso, ça a 2 fois plus de valeur et les gens les regardent et ils trient avec ça parce que Ouais. ils posent ces questions-là parce que globalement ils peuvent avoir 200 candidatures, donc ils veulent un peu gagner de temps et il y en a qui font l'effort, il y en a
qui répondent quand même, mais qui répondent un peu à l'arrache, qui ont fait copy-paste sur ChatGPT et Ouais, ça sent à 12 km. ouais. Et ça Ouais, faut permet, faire attention. et c'est comme ça que vous pouvez vous différencier aussi. Donc utiliser l'IA, mais montrer que vous savez bien l'utiliser et personnaliser tout ça, parce que ça reste de l'humain, le recrutement, et je suis assez d'accord avec toi, Julien. C'est éventuellement sur les premiers screenings euh, où l'IA peut nous pousser des profils en particulier à regarder, mais enfin moi je m'y fie pas du tout à 100%, quoi. Voilà. Il y a beaucoup de questions. Donc ouais, sur les product designers, moi je pense que c'est un bon move d'aller sur du PM. Faut quand même l'expliquer. Expliquer qu'on a le côté quantique, qu'on a le côté data, qu'on a le côté méthodo. Et expliquer aussi pourquoi ça fait sens par rapport à votre parcours. Et en fait, dire que même si avant vous étiez product designer, bah vous l'avez toujours fait avec une touch PM. C'est important de raconter de l'histoire autour, en fait, de Ça votre peut être parcours. renforcé par une formation, tu vois, Ouais, un Noé qui est quand même qualitatif. Si tu viens ouais, du product design et on va dire, tu fais la ouais, formation, tu vas bosser sur des use cases de boîtes bien sympas qui bossent en ouais, partenariat avec Noé, ouais, euh, ça peut être bien déjà ouais, pour se rassurer soi-même, avoir fait un peu complètement. et avoir des use cases à partager en entretien. Ouais. On vous invite aussi à regarder l'étude du ticket, puisque du coup, ça peut vous rassurer aussi sur là où vous en êtes de votre utilisation de l'IA dans votre quotidien. Ça peut vous donner des idées aussi, donc vous pouvez aller voir ça. Mais je pense que c'est important que vous ayez en tête surtout que tous les leaders aujourd'hui, on leur demande des gains de productivité et donc de comment faire encore plus, mais avec une équipe ISO ou voire de réduire leur équipe, quoi. Donc, effectivement, plus vous allez maîtriser de compétences, mieux ce sera pour vous. Donc, un PM qui va aller vers des compétences design, ce sera top pour lui. Un designer qui va aller vers du PM aussi. Et si vous êtes PM, on parlait tout à l'heure des PM un peu généralistes qui ont du mal à se positionner. Ça peut être des expertises sectorielles pour trouver un aspect différenciant, mais ça peut être aussi aller vers d'autres compétences, aller regarder ce qui va vers d'autres départements. Je pense aux ops. On a beaucoup de head of product, enfin beaucoup. On a des petits signaux faibles de product leader, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais qui prennent aussi les ops. Donc, qui sont à la fois head of product et head of operations. Donc, rapprochez-vous du business, ça peut être un bon moyen. On voit des head of product qui prennent des rôles de head of business unit. Pareil, si vous voulez vous rapprocher du business, c'est quelque chose qu'on vous conseille. Donc, soit rapprochez-vous du design, rapprochez-vous de la tech aussi. Je pense que vous avez vu aussi un peu cette tendance des CTPO ou des CPTO, donc des CPO qui prennent aussi la tech ou vice versa. Parce que si vous arrivez à montrer que vous n'êtes pas juste PM, mais que vous avez aussi une petite skill design ou tech ou business. C'est aussi comme ça que vous allez vous différencier. Et aujourd'hui, ce qu'on disait un peu en introduction, Julien, c'est que quand on parle d'impact et ce que les recruteurs ont besoin de voir tout de suite, finalement, c'est de comprendre effectivement que vous avez compris le business de l'entreprise. Euh, Et du coup, on peut rebondir. J'avais une question de Chloé qui parlait des process de recrutement où on demande enfin, des case studies assez poussés qui se rapprochent de réel problème qu'il y a dans le business. Et en fait, moi, je vois ça, mais de plus en plus en live. Il y a moins en moins, je trouve, de cases à faire à la maison. mm, Euh, est-ce que c'est pour gagner du temps parce que à demander à une personne de passer 3 4 heures sur un case après caler l'entretien derrière le débrief c'est long et aussi il y en a qui veulent contrer peut-être le fait que tu peux faire quand même pas mal de trucs avec l'IA mm, donc il y a pas mal de cases en live et il y a des retours sur le ouais, fait que j'aime pas trop bosser sur un truc j'ai l'impression de travailler gratuitement moi, mon point de vue, c'est quand même mieux de se projeter sur un truc enfin, sur lequel tu vas bosser potentiellement après. Au moins, tu vois un petit peu le produit. Souvent, les employeurs, ils sont au courant quand même qu'ils veulent pas que les candidats ils aient l'impression de travailler gratuitement. Tu bosses sur une problématique, certes, de la boîte,
mais qui a déjà été identifié ou réglé. Mais c'est plus pour voir si il y a déjà des bons réflexes, tu comprends un peu le produit, les problématiques, et c'est pas, ils essayent d'éviter des problématiques actuelles, où là, je pense que tu sens que t'es là en mode consulting gratuit pendant 1 heure, et de toute façon, quoi Ouais, qu'il en vous le soit, c'est pas sentez. avec un travail d'1 heure ou d'1 heure et demie qui vont aller bien loin, ou Non, non, qui vont changer la face du monde avec leurs produits, il faut se complètement. dire ça aussi. Mais pour eux, pour qu'ils évaluent quelqu'un, avant, ouais, je sais qu'on faisait pas mal de cases pour des boîtes où ça avait rien à voir. On faisait bosser sur un case un peu à la Spotify ou, Mm, je sais pas, Zalendo, alors qu'on était une boîte qui avait rien à voir. mm, C'était cool, mais finalement, les gens aussi nous disaient, bah, moi, j'aimerais bien, enfin, je me projette chez vous, et j'avais envie d'avoir des problématiques de votre produit. Donc, tu peux pas forcément mettre tout le monde d'accord, mais je trouve que c'est quand même pertinent pour les boîtes de vous faire bosser sur des problématiques que eux connaissent. Et le format que j'observe souvent, c'est donc live case maintenant, et ils prennent 1/2 heure au début pour partager des écrans. Ils vous montrent un peu le produit de l'intérieur, et c'est sympa. Enfin, j'imagine que quand t'es PM, t'as envie de voir, t'es curieux. Et quand t'es sur du SaaS B2B, t'as peut-être pas accès au produit, donc ils partagent un peu des écrans, des problématiques, ouais, et te demandent un petit peu comment tu ferais pour améliorer telle ou telle partie ouais. du produit. Donc t'as l'échange, t'as le produit, et eux, ils voient comment tu réfléchis sur le moment, comment tu communiques. On en revient encore une fois à la communication. Est-ce que tu poses plein de questions? Est-ce que Mm, tu demandes si tu vas dans la bonne direction et que t'es pas dans un tunnel? ouais. Donc c'est assez intéressant comme exercice pour eux prendre une décision et vraiment mettre les candidats dans Mm, différents buckets. ouais. Et oui, Mathieu, les exigences sont assez dingues en ce moment. C'est un des constats qu'on n'a pas partagé, mais qu'on fait avec Julien sur l'écosystème et que vous voyez aussi, c'est que les exigences des entreprises augmentent. Elles ont tellement peu de budget, elles ouvrent tellement peu de postes qu'en fait, quand elles en ouvrent un, en fait, c'est hyper important pour eux d'aller chercher et les hard skills et les soft skills. Et encore plus, ils sont encore plus intransigeants aussi sur le culture fit, finalement. Euh, Sur le budget, je te coupe, on a vu des trucs assez fous, hein. Ouais, il y a des boîtes qui recrutent moins, mais elles sont prêtes à faire péter le budget pour recruter un senior PM. Parfois, tu fais des écarts et tu recrutes un ouais. ancien directeur product, et Oui, le salaire, tu le pètes. Donc l'exigence, c'est tu rare, vois, c'est rare, c'est rare. ça, mais on a vu quand même une inflation sur les Ouais. seniors PM où on arrivait Oui, à recruter d'anciens leads ou des oui, head of ou directeurs produits. ouais. Et du coup, on était sur des salaires plus de lead head of que sur des salaires Mm. de senior PM parce qu'ils pouvaient aller chercher ce profil-là et qui biaisait en fait tout le process parce qu'ils trouvaient quelqu'un sharp, Oui, et ils c'est disaient ça qui bah, est j'ai un compliqué super pour les PM, candidats. est-ce que Ouais, je c'est ça. prends j'ai Ouais. un rôle, est-ce que je prends l'ancien directeur produit, etc. Donc compliqué. Oui, oui, et c'est pour ça que c'est compliqué quand vous avez des gens seniors qui rétrogradent entre guillemets. J'aime pas dire ça d'ailleurs, puisqu'en plus c'est bien au contraire que la track IC se développe. Mais en tout cas, on voit beaucoup de head of product déjà qui, un, sont obligés de repasser. Je crois qu'on avait une question de Harit là-dessus, je sais plus exactement ta question, je suis désolée, mais sur le rôle des head of product, ils doivent redevenir opérationnels, VP Mm. product, etc. Parce que c'est quelque chose qu'on leur demande. Pareil, l'impact. Montre-moi exactement ce que tu fais. T'as pas le temps de prouver. Faut prouver très très vite ta valeur. Et ils sont obligés de redevenir un peu d'opérationnel. Ils font pas 100% de management et d'orga comme on pouvait voir à une époque. Euh, donc il y a cet aspect-là aussi quoi. Et donc beaucoup de head of product qui viennent sur le marché des seniors PM aussi, par envie ou par Yes. contrainte. Et c'est pour ça que le marché est en tension, comme vous pouvez le voir aussi, quoi. Euh, Allez voir, peut-être dans les conseils qu'on partage pas assez, puisque allez voir ce qui se passe dans les grands groupes, dans les grosses PME, dans les ETI, qui font la croissance en France et qui ont besoin de se digitaliser. Tout à l'heure, pour ceux qui n'étaient pas encore là, les secteurs qui bougent quand même, on en a reparlé, c'est FinTech, InsurTech qui est très très lié, cybersécurité, santé. Santé, ça recrute énormément. Et on a tout ce qui est BTP, construction. Et en fait,
Ça, c'est des secteurs qui se digitalisent, qui ont besoin de se digitaliser. Et aujourd'hui, les entreprises qui continuent de recruter, certes avec des budgets très restreints, mais elles le font quand même, elles se digitalisent. Je crois qu'Emeline parlait du secteur de l'énergie. Bah, c'est des secteurs qui recrutent. Ouais. Énergie, moi j'ai pas mal recruté un petit peu dans le nucléaire Ouais. l'année dernière. Donc ouais, dans l'industrie, Dans computer l'industrie, aller dans vision, dans l'industrie. la supply chain, etc. Il y a Oui. des trucs qui peuvent paraître peut-être moins sexy ou c'est pas les noms qu'on entend là dans les trucs. De la Startup On aime Nation. bien Il y a pas la que les Startup startups Nation Nation. avec les labels, etc. Bon, ça c'est éclaté un petit peu. On sait que c'est une Il n'y a vitrine. pas que ça. Mais en dehors de ça, il se passe des choses Oui. et parfois Allez des voir. boîtes, on n'a jamais entendu, mais ils sont 260, ils font 300 millions de chiffre d'affaires et ils sont pas Oui. labellisés French Tech ou quoi, mais pareil, ils font du vrai argent et il Et y a des c'est vrais vraiment sujets, il y a des intéressant. vrais. Ouais, Ouais, ouais. c'est Oui, vraiment Aurel, tu dis c'est intéressant. intéressant, mais bien sûr, en fait, c'est ça qui est génial, c'est qu'en fait, les secteurs qui ont besoin d'être digitalisés, c'est les secteurs qui n'existaient pas avant, enfin, qui existaient déjà avant, justement, qui ont toujours existé et qui ont besoin d'être digitalisés. Et donc, en tant que PM, moi, je trouve ça génial parce que vous avez déjà un business qui tourne déjà et vous pouvez avoir de l'impact rapidement. Et en plus, c'est des cas d'usage ultra concrets, quoi. Quand tu vas dans l'usine, on a un super client, Hibou, il regarde tous les appareils qui sont en mobilité pour essayer d'économiser euh, tout ce qu'ils émettent en CO2. C'est incroyable. Et parce que tu as tellement de contraintes techniques, faut se mettre dedans, quoi. Donc, voilà. Par contre, côté culture produit, oui, il y en a qui ont posé la question. Faut faire, c'est moins bien développé. Et donc, de toute façon, on fait un métier d'éducation. Si vous êtes PM et que vous n'avez pas envie d'éduquer en interne sur la culture produit, c'est que vous êtes trompé de voie, je pense. Il y aura toujours un peu ce côté-là. Faut pas s'attendre à se dire ah ouais, je vais arriver, je vais faire mon petit truc de discovery, de delivery. C'est bien d'avoir votre boîte à outils, mais effectivement, selon les typologies d'entreprises, dans les boîtes en transformation, vous avez beaucoup d'enjeux de transformation, de gestion des stakeholders, d'expliquer votre métier. Et justement, c'est pas plus mal parce que ça vous permet de sortir un peu du jargon produit, quoi. Ouais, après, je pense que tu peux pas aller viser un grand groupe et t'attendre à trouver la même chose qu'en startup. Hein, je veux dire, Ah c'est ouais, pas cohérent. Forcément, c'est plus gros. Forcément, politique. c'est plus long en termes de process, c'est plus politique. Mais par contre, il y a du taf. Et je pense qu'ils ont besoin de gens qui viennent pas forcément de l'univers que eux Mm. connaissent pour un peu les challenger. Et vu qu'il y a du monde sur le marché, je pense que ça peut peut-être créer une dynamique un peu différente et les faire avancer peut-être plus vite, hein, Mm. parce il y a déjà ce virage-là, mais il y a aussi le virage tout côté AI. Eux, ils vont pas le louper, surtout que Mistral est quand même bien poussé par le gouvernement euh, pour aller vers les boîtes du CAC 40, etc. Donc il va y avoir des trucs là. Je pense que ça va bouger. Ouais. Vous trouvez les offres, allez regarder des boîtes que vous ne connaissez pas. Alors, ils sont pas tous sur Welcome, ça c'est sûr. Ils sont pas tous sur Ouais, c'est LinkedIn non plus. Et là, pour le coup, il y a beaucoup de réseaux. Et par contre, ne pas hésiter à cliquer, même si vous connaissez pas l'entreprise, et essayer de gratter, parce que bah, peut-être que certaines de nos PME françaises se sont fait racheter par un groupe australien dont vous avez jamais entendu parler, mais qui est dans le BTP, et c'est super intéressant. Donc, vous fermez pas. Je pense ouais. que de rester Tu peux ouvert. faire des tu peux faire des listes avec ChatGPT, lui demander c'est quoi un petit peu quelle boîte Mm, bosse avec telle boîte du CAC 40, tu vois, des sous-traitants mm, ou des boîtes industrielles de ta région, c'est quoi les plus grosses. Tu as des mm. listes, tu commences à chercher, tu navigues, tu fais du vibe sourcing tu Du navigues vibe sur LinkedIn sourcing, et tu trouves voilà. de noms de boîtes ou sur Google, mais souvent ouais, Ouais, sur ces boîtes-là, elles ont pas d'ATS, donc des trucs pour postuler directement. T'as vraiment le lien avec le nom de la personne ou CV ou le ouais, nom de la boîte à recrutement.com. ouais. C'est un peu à l'ancienne, mais des fois ça ouvre d'autres portes. Ouais, et on voit beaucoup de PM épanouis, hein. Ils sont très contents d'être sortis un peu de la Startup Nation. Le Euh, rythme est le différent, rythme, le ouais, job est cool, il n'y a pas de problème des fois de lever, de choses de comme moyens, ça, où ouais, t'as un c'est peu ça. l'épée de Damoclès un peu au-dessus de toi. Ouais.
t'es un peu en position de force, ils connaissent un peu moins le produit, Mm. donc l'impact il peut être plus Ouais. fort, de poser ses propres Ouais. process, sa méthodo, etc. Donc il y a des trucs, mais c'est un peu plus en sous-marin, quoi. Même pour nous, pour les trouver, des fois, on galère un peu plus aussi pour aller chercher ce type Des de clients. clients. Absolument. On a eu des questions sur le product design et donc effectivement c'est comme la culture produit. Effectivement, il y a beaucoup de boîtes qui recrutent des product designers pour répondre à une question, mais qui n'ont pas toutes les méthodos. Ça fait partie de notre travail, on va dire, d'évangélisation euh, de ça. On a eu des questions sur le PMM. Ouais, c'est ça, c'était la question de Manon. On a aussi des questions sur le PMM. Je pense à Christine notamment. Comment tu vois le PMM, toi? J'ai un petit avis, mais Moi, ouais, l'évolution du PMM, justement, et tout ce Moi, qu'on vient de PMM, dire. j'ai très peu touché, pour être honnête. J'en ai très peu fait. On voyait la hype passer à une époque, Ouais, il y a 2021, ouais, 2-3 ans. 2021, 2022. C'était pas Mm, moi qui étais sur ce rôle, par exemple, parce que j'avais trop de trucs mm. côté vraiment product management. Ouais, Mais on avait une grosse équipe produit. On était 35 entre le design et le product management. Et du coup, il y ouais, avait des besoins en product marketing. ouais. Mais jamais vraiment recruté sur ces rôles-là. Et je pense que par défaut, j'en vois aussi moins passer. Je sais pas. Je pense que je suis pas le Ouais. meilleur pour répondre sur cette question. Moi, je pense que si vous êtes senior sur ce poste-là, vu que c'est un poste encore plus jeune, on va dire que le poste de PM, vous pouvez encore vraiment vous démarquer, surtout si vous êtes vraiment anglophone. Et ça reste très très en tension. Les seniors PMM et les head of PMM, il y en a très très peu et très très peu qui ont l'expérience. Si vous avez en plus une expérience internationale, et ça, l'international, c'est booster de carrière, hein. Pour le coup, que ce soit PMM ou PM, allez voir ce qui se passe à l'international. Après, on parlera des freelances aussi. Mais pour finir sur les PMM, donc si vous êtes senior, vous avez carrément une cartouche à jouer. Vous êtes encore, entre guillemets, rare, parce qu'il y en a encore peu dans l'écosystème qui ont cette expérience-là. Maintenant, je pense aussi que c'est pas non plus ultra en tension. Et au même titre qu'un PM, enfin un PM pour aller vers du PMM et essayer d'aller choper des compétences de PMM, ça peut être pareil dans l'autre sens. En tant que PMM, tu peux essayer d'aller choper une expérience de PM ou en tout cas d'essayer de commencer à faire des tasks de PM. Pourquoi? Pour justement, en fonction de comment le marché va évoluer, pouvoir te positionner et valoriser ton expérience, pas forcément par rapport au titre, mais par rapport à ce que tu auras vraiment fait. Et en tout cas, aller vers le côté business, c'est certain que ça va se développer. Et on se rapproche un peu plus finalement du job de PM comme chef de produit en agroalimentaire, etc. Quoi. C'est vrai que le PM, pour l'instant, en France, il maîtrise pas trop toute la partie pricing, go-to-market, etc. Alors que ça a beaucoup de valeur. Et si vous maîtrisez ces compétences-là et que vous les mettez en avant sur vos profils, c'est hyper valorisant et ça vous démarque des candidats généralistes, entre guillemets. Voilà. Ouais, aller à l'international dans le sens à Londres, en Europe. Ouvrez-vous à des boîtes aussi en Europe de l'Est, il y a des super boîtes. Et plus votre profil sera marqué international aussi, plus vous pourrez vous démarquer. C'est certain. Voilà. Bah ouais, enfin, s'il y en a qui sont mobiles et qui peuvent bouger, avoir une expérience, je pense Mm. aux US ou dans des fois des boîtes US. Moi, ce que j'ai observé l'année dernière, c'est quand même l'Europe. Par l'Espagne, la croissance elle est pas Mm. ouf, mais l'Espagne c'est elle qui drive la croissance européenne et Ouais. je recrute beaucoup pour des boîtes US qui ouvrent des bureaux ou qui recrutent sur le marché espagnol parce qu'il Oui. y a pas mal il y a un bon écosystème à Barcelone, un Mm. bon tech hub et du coup ils ont des gens bien formés et qui payent 5 fois moins cher Oui. qu'un ingénieur à San Ils vont- Francisco. Eh oui. Donc, Ouais, ouais, c'est le nouveau il y a des choses qui nearshore, se quoi. passent. Ils vont soit en Latin America, soit en Europe. Ouais. Nous, avec les charges, on n'est pas le premier marché sur lequel ils vont, mais ouais, ouais. Les charges, c'est Peut-être l'enfer. qu'on peut vous partager, pour celles et ceux qui doivent partir déjeuner, on va vous partager les liens LinkedIn si vous voulez continuer de nous suivre, poser des questions, on fera le maximum pour y répondre. Et peut-être le lien vers notre chaîne YouTube, parce qu'on lance une émission là-dessus. Mais on peut répondre encore à quelques questions pour celles et ceux qui veulent rester.
Selma, si tu peux peut-être partager les liens à tout le monde, puis on prend encore quelques questions. Je pense qu'on n'a pas parlé notamment de freelancing, on a eu pas mal de questions là-dessus. Est-ce que c'est le bon moment de se lancer en freelance ou est-ce qu'on... Voilà. Il y a ça, et Vas-y, je je te pense laisse. il y avait la question du remote et aussi des salaires que j'ai vu passer. Sur le freelance, t'es peut-être un peu plus Ouais, calé. Moi, je fais plus freelance, CDI. c'est vrai que c'est compliqué. Ce qui est bien, c'est que niveau freelancing, côté produit, ça s'est démocratisé dans le sens où il y a 4 5 ans, ça se faisait pas du tout. Et donc, ça se faisait pas du tout parce que les recruteurs pensaient que, ah oui, un product, faut au moins qu'ils mettent 1 an à se mettre dans mon produit, mon secteur, etc. Ça sert à rien de prendre quelqu'un en freelance. Ça, c'est complètement, cette barrière a complètement, n'est plus du tout là. Donc ça, c'est chouette. C'est devenu un réflexe aussi pour les entreprises, justement en incertitude économique, où le temps, dès qu'ils ont des départs, en fait, en général, là, les boîtes, ils nous appellent et ils nous disent Marion, je veux quelqu'un, le temps de recruter. Marion, je veux quelqu'un parce que je suis pas encore sûre. Marion, en fait, du coup, je vais peut-être profiter de ce départ pour faire une réorg. Et donc, ils cherchent quelqu'un pour 3 4 5 6 mois parfois. Donc, vous pouvez trouver des missions courtes, des missions longues. Mais pour réussir en freelance, bah pareil, il y a du monde du coup, puisqu'il y a beaucoup de personnes qui sont parties sur ce créneau-là, qui sont parties aussi de Paris pour aller en province. Et du coup, le freelance, c'est le meilleur moyen de trouver. Donc, c'est compliqué. Le freelancing aujourd'hui, pareil, il faut avoir un très très bon positionnement, un très bon réseau. Et la plupart des gens qui s'en sortent, c'est ceux qui utilisent leur réseau précédent. Donc, si vous êtes junior, vous lancez en freelance, je recommanderais pas trop. Essayez plutôt de vous faire un réseau d'abord. Et aujourd'hui, on peut trouver en freelance, mais c'est vraiment ceux qui ont l'habitude d'aller chercher eux-mêmes leurs missions qui y arrivent. Euh, Nous, on poste nos C'est quoi les missions. TJ? Parce qu'il y a Mathieu Ouais. qui dit en freelance, énorme baisse des Ah oui, TJM. énorme baisse des TJ, bah oui, complètement. Parce qu'il y a du monde et donc du coup, combien, ça dépend, mais en fait, vu qu'il y a du monde, pareil, les entreprises, pour le même TJM, euh, le dernier placement que j'ai fait, c'est un head of product, et il a pris 500, quoi. Donc, 500 Putain, par mais c'est jour. pas. C'est lunaire. Alors qu'en fait, et il sait que sur d'autres missions, il peut avoir 900, 1002, etc., quoi. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Et on voit beaucoup de baisses Un de head off à TJ. 500, c'est les soldes, hein. C'est C'est les abusé. seuls. C'était dans le sud. Il voulait se faire du réseau dans le sud, donc pour lui c'était stratégique de se faire connaître et il se dit ben je prends cette mission de 3 mois parce que de toute façon là j'étais en intermission, j'en avais pas d'autres. C'était stratégique de sa part. Il se dit bon bah en fait ouais 500, je vous jure. Après c'est un cas particulier, mais juste pour vous dire que oui ça arrive. Pourquoi? Parce qu'il y a du monde. Ouais ça pique. Parce Ouais, c'est qu'il y a vrai du monde qu'il y sur a le marché et les entreprises en jouent. Et donc là où avant, pour 500, elles cherchaient quelqu'un à 2 3 ans d'expérience, aujourd'hui, elles savent qu'elles peuvent aller chercher quelqu'un à il y a 4 5 quelqu'un ans. qui va accepter, ouais, ça, Et quelqu'un c'est qui va sûr. accepter parce que tu préfères prendre une mission à 500 que pas du tout de mission. Voilà, donc vous pouvez vous démarquer par d'autres moyens, mais si vous voulez aller en freelance, il faut avoir une vraie stratégie, il faut vous différencier, il faut aller sur d'autres types d'accompagnement, des petites formations, voilà. Peut-être pas le bon moment pour se lancer en freelance, sauf avec une super stratégie, quoi. Voilà. Nous, on poste Ouais, nos offres sur Collective pour info. On trouve ça top ce qu'ils font. Vous pouvez aller voir ce qu'on a. Et ici, ça casse le marché, bien sûr. Mais le marché, c'est n'importe quoi en ce moment. On est en plein dedans, on est au milieu, on subit autant que vous, parce que les entreprises ouvrent des postes, elles les referment aussi. L'incertitude, c'est ça aussi. Si elles ouvrent des postes et en fait, ah bah non, en fait, j'ai moins de budget que prévu, et donc elles tentent. Et vu qu'il y a du monde sur le marché, ben parfois ça marche. Ouais, on est sur un marché un peu dingue. Euh, Après, il y a aussi des très bonnes missions, 700, 800, des missions longues. Euh, et même stable. si on parlait des salaires au-delà des TJ sur des CDI, moi j'ai pas constaté une grosse baisse, en tout cas sur les Non, rôles sur lesquels j'ai bossé. c'est vrai qu'en CDI, non. Ça payait plutôt pas mal sur du senior PM, parfois même au-dessus du marché. Donc non, il y a des bons salaires, il y a un peu moins de rôles, mais ils sont prêts à payer
comme avant, voire plus, mais du coup, avec Des aussi exigences. plus d'attentes. Donc, c'est ça Ouais, qui rend le truc un peu ouais. complexe. C'est vrai qu'on a vu très peu de baisse de salaire. C'est arrivé que des candidats aient accepté une baisse de salaire, mais en général, c'était très très minime et c'était pour aller vers des postes qui les intéressaient plus. Donc, ça peut arriver, mais c'est assez rare en CDI, quoi. Voilà. Un bon Par contre, salaire, ouais, définir, bah, sur un poste de senior PM, on était sur allez, classique 75, 85, et en moyenne, moi j'étais au-dessus des 80 sur tous les seniors PM que j'ai fait, avec le plus gros, je pense, à 95, avec aussi un ouais. bonus et des BSPCE. Mais c'est parce que Donc, Joule, il travaille sur des entreprises très très exigeantes, quoi. On peut aussi avoir du senior PM à 60, hein. ouais, non, et ça existe. Après, c'est vrai que c'est mon point de vue. Déjà, c'est que des startups ou des scale-up qu'on fait des levées. Une Et c'est pas forte des culture deux produit. outils. Grosse culture produit, donc des grosses attentes, mais du coup prêt à mettre un bon billet Ouais. pour payer correctement, quoi. Ouais, senior PM à 50, oui, après. Senior PM à 50, ouais, là c'est les soldes, hein. Enfin, ça dépend où t'es, Tout dépend mais ce que vous mettez senior derrière. PM, ça veut dire quoi senior PM? C'est combien d'années d'expérience, etc. Mais Ouais. senior PM à 50, en tout cas pour des belles startups et scale-up, non, c'est très bas. Non, non, c'est très très bas. Ouais, ouais. Senior PM, on est plus à allez, 60, 75 généralement, mais sur des belles boîtes, on va être plutôt 70, 80. Ouais, absolument. Et oui, il y a une grosse différence entre Paris et la province. Je pense qu'on a moins 15% à peu près en moyenne. En moyenne. Ouais, bah là on le voit, hein. On a bossé avec des boîtes en À Lyon, région ouais. sur des postes de Ouais. head of product, on galère Au à les sud. faire monter Ouais. sur des tarifs qui nous paraissent corrects, mais qui sont plus en fait liés à ce qu'on a sur Paris. Encore une fois, contraction des salaires, c'est ah bah vous savez, on comme beaucoup de vos clients, voilà, j'ai ce salaire-là, j'ai ce budget, je pourrais pas aller plus haut et à nous de faire avec quoi. Voilà. Je pense qu'on a répondu à pas mal de questions. Si sur est-ce qu'il y a de l'agisme, je sais pas exactement quelle était la question, mais est-ce qu'il y a de l'agisme dans le produit ou est-ce qu'il y en a un peu plus en grand groupe, en start-up? En startup, il y en a à fond, hein. En start-up, il y en a Enfin, c'est horrible à dire, mais même c'est moi, j'ai horrible. l'impression d'être rouillé. 38 balais, j'ai l'impression. Il me reste encore 2 ans. Après, on me fout la poubelle. Franchement, c'est un gros problème de la tech, c'est que Ouais. souvent, le profil qu'on cherche est 5-8 ans Mm, d'expérience. mm. Et après, on a tendance à moins valoriser, ou sinon, il faut grandir avec la boîte, arriver tôt. Il y en a qui vont rester longtemps, mais souvent, quand tu es en startup, ça épuise pas mal et les gens restent 2, 3, 4 ans et puis après ils Ouais, switchent. Mais des gens qui ont plus de 45 ans, 60 ans, ouais, c'est lunaire. Lunaire. t'en as pas hein, dans la tech globalement. Et ça, c'est un gros souci. Ouais. Limite, passer plus de 20 ans d'expérience, ne le mettez pas, mettez plus de 15 ans, 12, 15 ans. Et après, je sais pas pourquoi, mais il y a ce côté où ça fait peur. Chez moi, je vais laisser Ouais, plus 10 ans d'XP. Tu vois, je vais je cherche arrêter pas. de Ouais, rajouter. voilà. Ouais. Je remets plus, je vais plus updater ma bio là, pendant 15 piges. Donc oui, c'est pas simple. On le subit nous aussi. On essaie de faire bouger nos clients sur les sujets de diversité, quels qu'ils soient. Et voilà, nous, on est entre guillemets que des intermédiaires, donc c'est pas simple. Voilà. Le sexisme, honnêtement, je le vois un peu moins. C'est quand même, on Ouais, poussait grave côté ouais, HR en interne pour tout ce qui était ouais, un peu DI et ouais. les gens sont au courant. Mm, Donc ça, je le vois moins. Des fois, c'est nous, en fait, le problème, il naît de la boîte, de la culture. Tu mm, poussais pour avoir, par exemple, plus de filles dans la tech, mais si mm, derrière elles retrouvent un environnement qui est bière, foot, elles vont pas rester. Donc en fait, il fallait déjà changer la culture en interne, c'est même vrai. si tu pitches un peu l'ouverture d'esprit, il faut que derrière elles se sentent à l'aise. Et parfois, t'avais Mm, des trucs qui étaient pas ouf en termes ouais, de culture. Donc ouais. si déjà t'as peu de monde à l'entrée et qu'en plus derrière tu proposes pas un environnement sain, ça va pas marcher. Ouais. Et oui, Oui, nous tu aussi, peux c'est aimer ce le qu'on bien à la aime foot, dire. mais je vais pas sur les clichés, mais t'as quand même des Complètement. environnements très bro-oriented Ouais, où
où en fait, t'as fait rentrer quelqu'un et au bout de 2 mois, elle sort, elle dit, bah, en fait, je me sens pas à l'aise, Ouais. etc. Donc, Ouais. ça, on l'a déjà eu, quoi. Oui, c'est vrai que ça, on le voit un petit peu plus, quoi. Euh, On est pas mal. Ah voilà, je savais que je voulais répondre à une question. Bon, pour te parler de nous, Fanny, parce qu'on est quand même au cœur de l'écosystème aussi, on subit autant que vous, là. On a des jobs ouverts chez Pachamama, c'est dynamique, etc. Mais l'incertitude des entreprises, les réorganisations, les changements de budget, ça pèse aussi sur nous. Le fait que les process soient hyper longs, ça pèse sur tout le monde. Typiquement, nous, on se dit, et comme beaucoup d'agences, et pas que dans le recrutement, hein, d'autres agences dans d'autres secteurs, tout le monde prépare l'année prochaine. Mais le problème, c'est que ça fait plusieurs années qu'on se dit ça. On se dit, on structure tout, on est dans les starting blocks parce qu'on se dit que l'année prochaine, ça va repartir et que c'est pas durable. Malheureusement, l'actualité et instabilité politique et en France et à l'international fait qu'à chaque fois, on se reprend un peu des coups de massue. Donc en fait, je pense que c'est un peu un nouveau paradigme et essayer d'aller naviguer avec ça et en se disant que c'est compliqué pour tout le monde est en tension et essayer de se démarquer. Je pense que c'est ça. L'important là, s'il y a peut-être une chose à retenir, c'est se positionner, se démarquer, travailler son réseau et regarder un peu les nouvelles tendances et les suivre, quoi, surtout. Je pense que ça c'est important. Voilà. Mm. Voilà. Et ben merci à tous. On va s'arrêter là parce que là on a déjà dépassé. On a essayé de répondre à un maximum de questions. Merci de nous suivre, c'est hyper important pour nous. Merci de nous recommander si ça recrute en interne, quel que soit le domaine, on est là. On a tout un collectif derrière nous. Et vraiment, ça nous aide beaucoup de voir que vous êtes hyper enthousiastes dès qu'on fait des choses. Donc, continuez de nous soutenir et on fera un maximum de choses pour répondre à vos questions encore à l'avenir, quoi. Si vous Ouais, et voulez puis qu'on réponde à des thématiques aussi, allez-y. s'il y a des questions, on peut, enfin, il y en a plein auxquelles on n'a pas répondu. Ouais. Moi, je suis chaud pour recevoir des questions. Par contre, je vous dis direct, vous n'aurez pas une réponse dans les 24 heures. Vous avez compris qu'on se fait allumer déjà sur les candidatures, les questions. Mais Ouais, on fera un maximum. on sait que c'est galère. Moi, je suis toujours chaud pour donner un coup de main, des fois prendre un call, mais Ouais. en ce moment, j'en prends un peu moins. Mm. Mais s'il y a des questions, envoyez-moi un DM là sur LinkedIn et je me Ouais. ferai peut-être une fin de journée ou une soirée Netflix plus réponse au DM. C'est ça. Et si je peux aider, je le Ouais. ferai. Ou au pire un vocal pour que ça aille plus vite. Mais n'hésitez Ouais. pas à faire ça s'il y a besoin d'un truc précis. Ouais. Excellent. Et Chloé, non, on n'a pas de groupe d'échange parce qu'il faudrait l'animer. On sait que ça prend beaucoup de temps. On préfère faire ce genre de choses et prendre le temps de les faire bien. Vous pouvez nous suivre sur LinkedIn, sur YouTube. On essaie de faire pas mal de contenu autour des sujets carrière et on en a encore pas mal dans les cartons, justement sur les salaires, les types de profils les plus recherchés. Donc, on vous enverra un petit mailing, Geoffroy, avec toutes les ressources dont on aura parlé. Voilà. Et ouais, au moins comme ça, on répond en direct et on crée du lien ensemble, quoi. Merci à tous!